Il y a ce journaliste russe, enfin journaliste, il est reporter de guerre et propagandiste russe. Il est connu, il s'appelle Alexander Slatkov. Et alors lui, il affirme qu'il y a 50 000 soldats nord-coréens qui vont venir prêter main forte à l'armée russe sur le terrain en Ukraine. On l'écoute, information à prendre avec beaucoup de pincettes, mais c'est intéressant quand même de l'analyser. J'ai parlé à un de mes amis, Andrei Shin, leader de l'organisation des vétérans de la guerre de Corée. Il est relativement jeune, mais Kramarenko, un vétéran, est décédé et les autres vétérans l'ont élu. Andrei était là récemment. Il disait que 50 000 Spetsnaz nord-coréens étaient prêts à partir. C'est ce qu'il disait. Et la propre sœur du leader nord-coréen a dit qu'ils étaient dans le même camp que la Russie. Bon, c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu la bête. Bon, c'est un de ses copains qui lui a dit, bon, très bien. Que sait-on aujourd'hui, factuellement, des Nord-Coréens relatifs à ce conflit, bien évidemment? Qui peut nous mettre à niveau sur la Corée du Nord, hein? Rien. Hein, on sait rien. Les Américains affirment, si vous voulez, avec de l'imagerie satellitaire, qui aurait eu des transferts d'armement. Il faut savoir qu'il y a une petite frontière au 17 km, je crois. Exactement, exactement, bravo. Frontière commune avec la Russie, et il y a un pont et il y a un chemin ferroviaire, mais je vous laisse imaginer le trajet qu'auraient fait les munitions supposément vendues par la Corée du Nord, qui nie tout cela fermement. Donc allez vérifier ces allégations et ces informations de manière indépendante, ça me paraît quand même... Vous n'êtes pas d'accord, Didier? Didier François n'est pas tout à fait d'accord. Pas tout à fait, parce qu'effectivement, il y a deux choses qui permettent de vérifier l'allégation en question. D'abord, on a eu ce qui a été étonnant, c'est qu'il y a quelques trains, effectivement, qui ont été repérés, pas que par les Américains d'ailleurs, mais qui ont livré des obus. Et ce qui est intéressant, c'est que ces obus ont été achetés non pas officiellement par la Russie à la Corée du Nord, mais par Wagner. Ouais. Et par ailleurs, on a des comptes rendus de l'arrivée des obus en question sur le front ukrainien, où une grande partie d'entre eux ne fonctionnaient pas, puisqu'on a eu des rapports de gars qui se plaignaient des obus nord-coréens, avec des obus qui faisaient long feu, jusqu'à un tiers de ce qui leur a été fourni. Donc ils leur ont filé toutes les vieilles merdes qui leur restaient, pour faire simple, et ça c'est intéressant, parce qu'on voit bien dans quelle logique était finalement ce truc qui a été mis un peu en place pour essayer de contourner. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que tout le monde regarde de très près. Pourquoi? Parce que évidemment, les Russes ont un gros problème aujourd'hui aussi. Alors, de la même manière que nous, il faut qu'on monte en puissance pour aider l'Ukraine. Et les Russes, aujourd'hui, commencent aussi à tirer la langue sur leur capacité de production, et leur base industrielle de défense n'est pas capable. Ils ont pourtant mis l'ensemble de leurs usines de production d'obus et de chars en 3-8, mais ils n'arrivent pas à en produire de manière suffisante. Donc ils essayent d'en chercher ailleurs. On l'a vu l'Iran, on l'a vu la Corée du Nord. On se pose la question de la Chine, et la Chine fait attention, pour l'instant, elle le fait de manière clandestine. Et donc on voit bien que la Corée aurait pu être ça. Donc évidemment, tout le monde regarde ça de très près. Vous avez eu Pyongyang au téléphone, Renaud Pilat, des informations Non, mais vous demandiez quelques informations, quelques faits, donc je vais essayer d'en donner. Au mois de juillet dernier, la Corée a reconnu l'indépendance de ces républiques avec l'Iran. Donc effectivement, ça a été un des premiers pays alliés. Ils ont reconnu, lorsqu'il y a eu les déclarations, vous savez, d'indépendance des 4 oblasts, eux, tout de suite, les Coréens du Nord ont dit « on reconnaît ces 4 oblasts ». Et puis, l'été dernier, il y avait déjà des informations qui faisaient état, au-delà des armes, de 100 000 volontaires coréens du Nord qui viendraient dans le Donbass, également des ouvriers. Moi, j'ai lu un article qui expliquait que les ouvriers nord-coréens sont habitués à travailler dans des conditions très difficiles, en gros, sans horaires contraints. Enfin, on peut imaginer les conditions de travail en Corée du Nord. Donc, ils disaient, franchement, s'ils vont dans le Donbass, ils n'auront pas de difficultés, ils sont habitués. Et ils expliquaient, de toute façon, ça serait un prêté pour un rendu, puisque entre 1950 et 1953, la guerre de Corée, eh bien, Moscou avait envoyé 24 000 soldats
pour aider les Coréens. Et donc, quelque part, la Russie aurait dit aux Coréens, des décennies après, maintenant, venez nous aider contre les Ukrainiens. Et donc, est-ce que c'est crédible finalement? Non, est-ce qu'il peut y avoir, à un moment donné, dans cette guerre qui va durer, des Coréens qui iraient aider la Russie? Moi, j'ai pas d'informations, mais pour savoir si une information est crédible, on s'intéresse à la crédibilité de la source. Le propagandiste qu'on entendait à l'instant, il disait un de mes amis vétéran de la guerre de Corée. Renaud, qui est cultivé, le rappelait à l'instant, la guerre de Corée, elle se termine il y a 70 ans. Donc ça veut dire que il est très vétéran. Il a au moins 90 ans. C'est un EHPAD. Il a au moins 90 ans, le vétéran. Donc je ne suis pas certain qu'il soit au cœur du dispositif militaro-industriel nord-coréen. Non, moi j'ai l'impression que ça ressemble un peu, mais encore une fois, j'ai pas l'impression à... Vous savez, dans le chiisme, il y a un truc qu'on appelle l'imam caché. C'est ça. Voilà. Et quand la situation est difficile, on dit ah oui, mais l'imam caché va arriver. Donc là, peut-être que les Russes en sont à essayer d'inventer des renforts surprises qui peuvent arriver. La réalité, c'est quand même ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire un front qui ne bouge pas et des Russes qui piétinent, avec ou sans Nord-Coréens. On a eu la rumeur des 30 000 Syriens au début de la guerre, et Wagner qui expliquait qu'ils allaient recruter 10 millions d'Américains aussi. Donc, il faudrait des images. Il faudrait qu'on ait des images du Nord-Coréens sur place. On n'en a pas. Ils n'ont qu'à en fournir. Ils n'ont qu'à en fournir. C'est pas la première fois qu'on parle de ces Nord-Coréens qui devaient arriver et aider soit sur le front, soit sur la reconstruction de Mariupol. On disait ça à l'époque. Mais surtout, si on regarde vraiment ce qui a été dit, c'est-à-dire un ami qui a dit, qui est vétéran. Donc vous imaginez les Nord-Coréens dans quelle situation, comment la vie est difficile, ils sont prêts de partir n'importe où pourvu que c'est quelque part pas en Corée du Nord. En Russie, c'est très bien, au moins ils pourront bien manger en Russie et ils sont d'accord pour tout, je suis sûre. Donc en tout cas, les hommes en Corée du Nord, de Corée du Nord qui viendraient en Russie, ça pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais vous disiez, Didier, qui tirent un peu la langue quand même, les Russes. Ils commencent à avoir besoin de munitions, etc. On a une image qui nous est parvenue aujourd'hui de Shoigu qui s'est rendu dans des usines d'armement qui produisent des munitions, des chars, de l'artillerie. Alors là, on est en Sibérie. Il y a un communiqué du ministère qui dit que les usines comptent augmenter leur production de 7 à 8 fois d'ici la fin de l'année. Oui, alors, en fait, il y a un vrai plan. En fait, ce qu'on a constaté là sur les dernières semaines, c'est... D'abord, il y a eu un ralentissement de leur capacité offensive avec un manque de munitions et de matériel. Donc on voit que le Kremlin a repris à sa main toute une série de choses au niveau industriel, et particulièrement la base de défense, avec les déplacements de Medvedev, Poutine et Shoigu dans les usines de défense. Le passage au 3-8 dans l'ensemble des usines de défense, mais avec un problème quand même, c'est que il manque de matériel et de matières premières. Le fait aussi qu'ils ont exempté les travailleurs des usines de défense pour qu'ils puissent de la mobilisation sur le front pour pouvoir rester dans ces usines-là. Donc on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de trouver une solution à ce problème qui est un problème majeur pour eux et qui effectivement ils ont deux options. Il va falloir qu'ils montent en capacité de munitions. Mais eux ont un problème différent du nôtre, c'est que nous, on a été un peu lent à démarrer, mais si ça démarre, on a des moyens économiques en termes occidentaux qui sont énormes. Et que le diesel, une fois qu'il sera lancé, on n'a pas de sujet. Le vrai problème, c'est les débouchés économiques, c'est la réunion qu'on a eue aujourd'hui entre le président de la République et les etc. Mais ce sont des choix européens. Même s'il a du mal à se lancer, quand même, le diesel occidental. Oui, il a du mal à se lancer, je ne dis pas l'inverse. C'est, encore une fois... les Russes, eux, ont un autre type de problème. Ils n'ont pas de problème de décision, puisque c'est vertical, le chef décide. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont quand même structurels de capacité. Ils sont quand même s'ils sont sous tension, ils ont des gros capacités. Tout va. Il est tout va. Ah oui, alors ce qui est intéressant, c'est que cet homme que vous voyez sur ces images que nous venons de vous montrer, Sergueï Shoigu, vous commencez à connaître la musique, il est donc ministre de la Défense de la Russie. C'est un des rares dans le top niveau du Kremlin, enfin ils ne sont pas si rares que ça, quoique, qui ne soit pas un slave 100%, un russe blanc. Il vient d'une république asiatique, eurasienne, tout près de la Bouriatie, qui s'appelle Touva. Touva, voilà. Donc voilà, c'est un très très proche de Poutine, et là il fait justement un déplacement dans une usine d'armement en Sibérie. Alors, toute la symbolique qu'il y a derrière ça, souvenez-vous, 41-42, l'invasion allemande de la Russie, et les usines d'armement, justement pour ne pas qu'elles prêtent le flanc au Troisième Reich, et bien qu'on va finalement enterrer dans la Russie profonde. Voilà, il y a toute une symbolique qu'on évoque sans arrêt encore aujourd'hui dans l'histoire de la Russie et de la Grande Guerre. Sur cette idée de la
symbolique. Dimitri Medvedev, donc l'ancien président, qui est maintenant numéro 2 de Conseil de sécurité, et le blogueur en chef de la Russie, qui n'arrête pas de sortir des immondices sur le fait de vouloir bombarder toute l'Europe, aujourd'hui est en train d'envoyer des télégrammes à toutes les usines d'armement et à des usines qui sont liées à l'industrie de défense, avec des extraits des télégrammes de Staline en 1942-43, des télégrammes de Staline qui disaient vous devez produire X obus, vous devez produire pour aller vers notre victoire. Donc il reprend les télégrammes de Staline. Il leur dit voilà ce que le grand leader nous exhortait de faire il y a 80 ans. Et bien maintenant, ce sont ces mots, ces paroles qui doivent vous inspirer aujourd'hui pour produire de l'armement, pour vaincre notre ennemi. Donc voilà le degré que ça atteint. Mais pour parler de ce que disait Didier aussi, du manque, du manque de matériel, des problèmes de production. Donc ils ont certains matériels, surtout pour produire les obus disons, moins moderne. Classique, ouais. Mais par contre, ils ont un grand problème, c'est un problème de personnel. C'est ça. Parce que d'un côté, il y a des hommes qui sont au front, il y a beaucoup de personnes, surtout du personnel qualifié, qui a quitté la Russie. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'ils prennent du personnel d'autres industries, les mettent à fabriquer des armements et vont prendre des prisonniers. Ceux qui arrivent à ne pas être envoyés sur le front, ils sont en train de prendre des prisonniers pour les faire travailler dans le civil pour un petit peu boucher les trous de l'emploi. Parce que là, tout le monde parle du problème du chômage dans le monde. Et bien en Russie, aujourd'hui, il y a un problème de sous-emploi. Ces prisonniers, quelle main-d'œuvre convoitée par Wagner, convoité après par l'armée officielle qui a dit ben nous aussi on recruterait peut-être, et maintenant par l'industrie. Mais tout ça, franchement, on va arrêter de filer la métaphore avec la Russie de Staline, mais ça me rappelle quand même les pensionnaires du Goulag qui ont construit les autoroutes, le transsibérien, c'est la définition la modernisation infrastructurelle de la Russie au XXe siècle doit énormément aux centaines et aux centaines de milliers, aux millions, je peux dire, de travailleurs, de gens du Goulag. Sauf que c'était pas la même industrie. Le symbole absolu de l'effort productiviste russe, c'est le fameux mineur Stakhanov, vous savez, qui dans les années 30 avait battu le record. C'était un mineur de charbon, je crois, et il avait réussi à extraire 14 fois plus de charbon que tous ses autres camarades. Sauf que ça, c'était des emplois qui étaient peu qualifiés. Et donc c'était comme casser des cailloux pour les malheureux qui étaient dans le Goulag. Aujourd'hui, l'industrie d'armement, elle est hautement qualifiée. Regardez ce qui se passe en France, où les canons César, on n'arrive pas à en produire plus parce que il faut des ouvriers hautement qualifiés, et ça, vous ne les trouvez pas comme ça en ouvrant les portes des prisons. Donc je pense que même avec une volonté forte, ça met du temps. Hein. Déjà, l'outil industriel, c'est quelque chose qui est assez lourd à faire changer, surtout quand il y a de la technologie. Alors, puisqu'on